Allez, salut tout le monde, ravi de vous retrouver. On perd pas de temps ce matin. Un petit tour d'horizon graphique sur les scénarios swing. Et ensuite, on passe à l'intraday. Ce matin, on va faire que du DAX. Parce qu'il y a des choses pas inintéressantes sur ce petit dernier qui se fait sacrément dézinguer en ce moment à cause, c'est clair, hein, des valeurs automobiles qui sont donc la nouvelle cible de l'administration Trump, qui va donc s'attaquer à des taxes sur la zone euro. Donc vous avez compris, c'est toujours pareil, hein, voilà, le ralentissement économique en Chine, bam bam bam, on tape sur la Chine, on renégocie tout. Ralentissement économique avéré en zone euro, allez bam bam bam, on tape sur la zone euro. Toujours la même mécanique, hein, donc il faut faire très très attention, hein, quand on fait face à ce genre de truc. Ça finit généralement pas très très bien. Voilà, donc on tape, au bout d'un moment c'est le monde entier qui va taper sur Trump, mais c'est donc toujours le même scénario, à savoir donc sur quoi on va taper. Eh bien il n'y a pas 50 solutions, ça tapera sur les T-bonds et puis ça finira par taper sur le dollar, sur la scène internationale, mais ça évidemment avant qu'on rentre dans ce schéma-là, il y aura tentative de sauvetage, c'est-à-dire que d'abord les petits Européens vont rester bouche bée devant tout ça et se laisser faire, et puis au bout d'un moment, ils vont s'allier avec la Chine. Enfin, pas s'allier, mais bon, il va y avoir une mésentente cordiale avec la Chine qui va dire au bout d'un moment, bon, ils nous cassent les couilles les Américains, on va s'y attaquer tous ensemble, histoire d'avoir une chance de réussir. Donc toujours le même schéma. Côté crypto, je pense qu'on est toujours lié au dollar, c'est-à-dire que comme là, moi je regarde du BTC USD, BTC ETH USD. En fait, si vous les regardez en euros, tout de suite ça change la donne. Hein. Voilà, vous regardez BTC euro, pour moi ça commence déjà à donner un signal intéressant. Hein. C'est-à-dire que côté BTC euro, en fait, la valeur se dégrade vachement moins. Donc en fait, c'est quoi le truc aujourd'hui? C'est comme tout le monde stocke son pognon dans le dollar, que c'est le thème du moment. Soyez bien d'accord, hein, toujours pareil, quand l'argent s'accumule dans une poche de liquidité, et qu'il le fait de manière distordue, au bout d'un moment, ça crée des distorsions dans l'autre sens quand le pognon doit sortir de cette poche de liquidité. Donc pour l'instant, c'est cool. Dollar, c'est le refuge mondial parce que le yen est faible et que l'euro l'est encore plus. Donc où est-ce qu'on va? Sur la troisième, le dollar. Rassurez-vous, c'est la prochaine à se faire démonter et je pense qu'elle ne fera pas semblant quand on va s'y attaquer. Donc sur le swing, toujours beaucoup de patience. On ne peut pas lutter contre ça, c'est-à-dire que les breakouts d'hier sont quand même extrêmement forts. Hein, regardez, en daily quand même, on est bien sur un truc très fort, cassure très franche du niveau, on va arriver sur 61% de Fibo, et en fait j'ai l'impression qu'on va les démonter également, juste parce que comme il y a des acheteurs, le market maker fait quoi? Il vend tout ce qu'il détient en euros. Et il vous rachètera évidemment plus bas. Donc je pense que la théorie c'est celle-là, et on va revenir en fait aux plus gros fondamentaux de l'année. J'aurais dû le voir, hein, franchement, c'était un des scénarios qu'on avait suggéré, et je pensais sincèrement qu'on n'irait pas. Mais finalement, il s'avère qu'on va le faire, je pense. C'est-à-dire que si on prend le PEG BCE, alors c'est pas un PEG, mais voilà, c'est le prix utilisé par la BCE pour calculer les projections d'inflation, les projections de croissance. Donc voilà, elle est obligée d'utiliser son effet de devise. Hein. Elle a calculé avec une base d'eurodoll à 1,18. On est aujourd'hui à 1,12 et ça n'inquiète personne parce que effectivement là dans ce cadre là, alors si j'arrive à attraper, putain incroyable, voilà, ça nous fait théoriquement, on est à près de 5, on est à 5% et on risque d'aller à moins 6% des projections de la BCE. Donc ça veut dire 6% d'erreur sur les calculs d'inflation et compagnie si on s'est planté. C'est-à-dire que si l'euro-dollar n'est pas un range comme je le pensais, et comme je le trade d'ailleurs, si ça s'avère être une tendance baissière, c'est-à-dire que si à terme là, la direction c'est plutôt ça, on a un problème. Là, on a un réel problème parce que là, pour le coup, la BCE, elle est complètement plantée, mais complètement de chez complètement. Si déjà 6% de marge d'erreur sur des valeurs qui sont déjà... On a de l'inflation, donc on devrait arrêter le QE en urgence, commencer à se rapprocher des hausses de taux, mais on ne le fait pas. Et pire que ça, si en plus on s'est planté sur les calculs d'inflation, c'est pire que tout. Donc, pour l'instant, on tape sur la zone euro, c'est comme ça. C'est l'Italie, le catalyseur, mais est-ce que vraiment on est en train de pricer le risque italien? Je ne pense pas. Je pense qu'on est surtout en train de faire en sorte que les Américains trouvent plus faible qu'eux, quoi qu'il arrive. Hein, quand ça commence à crier un peu chez eux, il faut tout de suite taper plus fort sur les autres. Ce que je vois ce matin, c'est que les indices chinois ne dérouillent pas, malgré la séance bien baissière d'hier, donc on va aller regarder ça.
Et puis ce sera à peu près tout. Donc sur l'eurodoll, pour ma part, je reste toujours dans les scénarios spéculatifs, mais c'était le plan. On a démonté le support, je suis obligé d'alléger un petit peu, donc je prends un tiers des positions en perte, en spéculatif, globalement, parce que le problème c'est que j'avais tiré un peu partout là. J'avais fait de l'USD-Yen, de l'eurodoll, du GBP-USD, hein, ça commençait à faire du monde. Euh, Forcément j'encaisse et des pertes là-dessus, donc ça me fait à peu près 2,5 de pertes là. C'est pas cool, hein, c'est vraiment pas cool, parce que le problème c'est que j'ai tiré effectivement sur beaucoup de devises, donc j'allège, surtout Eurodoll en fait. GBP j'ai allégé un peu moins, et USD Yen allégé aussi également. Voilà, donc le principe c'est ça, maintenant j'attends. Mais il était obligatoire de prendre une perte ici. On verra ce qu'il en est à la clôture hebdomadaire. On verra surtout ce qu'il en est aujourd'hui, dans les prochains jours. Est-ce qu'on fait une structure d'invalidation de la cassure, c'est-à-dire est-ce qu'on valide la cassure aujourd'hui en allant plus bas à une deuxième clôture baissière, ou est-ce qu'on fait un petit doji et demain on tentera éventuellement la Morningstar. Vous savez que la grosse journée demain, ça commence à attaquer sérieusement sur le dollar. Donc là l'euro c'est faible, mais attention, dans l'euro-dollar il n'y a pas que l'euro. Pour l'instant le dollar il joue son aspect refuge par rapport aux crispations sur l'euro et sur le GBP et sur toutes les devises. Attention, aujourd'hui c'est aussi une grosse journée GBP. Si euro et GBP aujourd'hui ou demain, voilà, ça invalide et ça revient au-dessus de la résistance, enfin au-dessus du support, très clairement c'est une belle impulsion haussière qui va suivre. Mais bon, dans la logique, j'ai envie de dire 1,18, là-haut au plus haut on avait fait 1,25, vous reportez ce range, ça nous donne 1,11, et je pense que voilà, le marché... Typiquement, s'il n'y a pas de catalyseurs qui permettent d'inverser les tendances en cours, ça risque clairement d'aller essayer de chercher cette zone-là. C'est-à-dire, ça nous amène où pile poil sous ce support. Rendez-vous compte quand même, quand il y a plein de stops à péter, vous croyez que les market makers vont s'amuser à s'arrêter ici sur le support? Alors c'est possible, mais encore une fois, s'il y a de la liquidité ici, probablement des stop-loss, hein, et dans un contexte un peu volatile, un peu tendu, un peu baissier pour l'euro, pas trop baissier pour le dollar, pourquoi on n'irait pas chasser sous le bottom? C'est ça que je vous pose comme question. Si un market maker a de la liquidité à exécuter ici, il va se dire, chouette, si moi je veux acheter un peu d'euro-dollar, et si mes clients veulent en acheter, je vais leur prendre leurs ordres ici, hein, je vais leur dire, vous achetez à 1,11, et puis je vais aller effectivement exécuter vos ordres à 1,11 ici, sous le support, quand je pourrai payer vos ordres avec les stops de ceux qui ont acheté. De ceux qui avaient acheté beaucoup plus haut et qui auront mis leur stop ici. Donc je ne serais pas contre cette idée-là. On voit bien qu'en plus, si on regarde au volume profile, attendez le temps qui se rafraîchisse un peu. Bon là on est peut-être allé un peu loin, je vais peut-être pas le brusquer trop. Mais bon voilà, on va aller rapidos parce qu'il faudra que je me bouge là. Dans 5 minutes on ouvre, donc je vais aller préparer ma séance européenne ce matin. Voilà, on voit bien, hein, donc dans cette zone-là, zéro volume, donc c'est une zone où effectivement le market maker, il a peut-être probablement envie d'aller imprimer des prix, hein, donc ça c'est de la single print, et le market maker n'aime pas ça, il n'a pas le droit normalement de faire ça. Donc il est très probable, hein, voilà, qu'on vienne ici, hop, on fasse une mèche là, on efface tout le monde, on racle un max de pognon, et puis derrière, boum, terminé, retour à 1,18, et évidemment, moi j'ai un prix moyen eurodoll par là, donc c'est pas le pire de tout, je veux dire, si on retourne à 1,18, ça reste un gain. Évidemment, par contre, il aura fallu supporter ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une gestion du risque. D'accord? Donc, pour moi, c'est pas invalider les scénarios euro-dollar, c'est juste, ils nous cassent les couilles à court terme, encore une fois, parce que il n'y a pas encore assez de problèmes sur le dollar et beaucoup trop de problèmes sur la zone euro. Donc, les flux de capitaux à court terme se font toujours contre l'euro. Bref, donc voilà, les catalyseurs du jour, donc à 10h30 à prendre en compte, hein, évidemment. Donc, ce matin, dans l'intraday, il va falloir scinder la matinée en 3 parties. Donc, parce que quoi qu'il arrive, GBP, ça va impacter les indices européens et le DAX également, parce que ça nous concerne quand même de près. Donc on va voir, mais 10h30 s'attendent donc peut-être à un petit changement éventuel de direction. En tout cas, il faut noter ce timing dans la matinée. On ne fera pas l'analyse via le multi-chart, c'est-à-dire où on sélectionne plusieurs actifs qu'on va trader. Hein, là, je vais vraiment faire simple, on va faire que DAX ce matin, mais la stratégie n'a pas changé. Je vous publie, comme toujours, comme promis, ça là, les canaux, je vous les publie dans la journée si j'ai le temps. Alors je suis désolé, je savais très bien qu'il valait mieux pas promettre ça hier, de vous le publier hier, parce qu'effectivement je n'ai pas eu le temps de le faire. Je vous rappelle quand même qu'il va falloir que manuellement j'ajoute plus de 450 personnes, donc ça fait beaucoup de clics, et puis il faut aller copier à la main et tout, enfin c'est d'un chiant, donc voilà. Allez, DAX. Donc, comme toujours, premier truc à faire, vous regardez Deutsche 30, d'accord? C'est-à-dire, enfin, DU 30, c'est la version cash, celle qui se termine à 17h30, pour regarder où on en est. Et on va même faire un double chart, j'aime bien faire ça le matin, pour faire mon contexte. Hein, donc ici, on met DE 30, et là, on met GR 30 en intraday, 2 minutes.
Alors on pourrait faire 15 minutes d'abord pour se donner un gros contexte, un contexte un peu plus large. Et ici, voilà. Donc, quelle est la gueule de la séance d'hier? C'est moche, hein. Donc avalement haussier, enfin avalement baissier. Donc ouverture en gap haussier, clôture du gap immédiate à l'ouverture et évidemment enfoncement que vous connaissez dans la journée. C'est quand on a appris les nouvelles sur les attaques à venir de l'administration Trump sur l'économie européenne. Enfin, surtout ça touche le secteur auto et qui est le leader enfin pas le leader, mais c'est fortement pondéré dans le DAX. Donc forcément, Daxou s'en prend plein la tronche. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'en daily, on est plutôt à la recherche d'un contexte acheteur proche de cette zone-là, zone qu'on est donc venu tester hier. À voir, hein, après une grosse bougie de baisse comme ça, c'est quand même difficile de se placer immédiatement à l'achat, mais on va voir. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, c'est probablement les deux qu'on va essayer de faire, et je noterai donc cette zone technique-là, donc les 223, et donc le plus bas qu'on ait réussi à faire hier sur la session cash, qui est donc 313. Donc je vais noter tous ces niveaux, parce que ces niveaux-là en intraday, ils vont être intéressants à traiter. Donc 313, c'est le plus bas qu'on ait fait sur la session cash, d'accord? C'est-à-dire ici. Ça a été fait sur le futur, et donc ça, on s'en branle. Et donc on a dit, combien ça tout en bas? 220, un truc comme ça. Donc je pense que 220, ça sera les stops. Voilà, donc là, si on va là, je pense très très attractif de jouer des achats, tout simplement parce que là, vous achetez les stops des mecs qui se font stopper s'ils ont tenu des achats là-haut. On va mettre des petites projections FIBO parce que c'est pas inintéressant quand on est dans ce genre de structure. Voilà, alors je vais les loquer, voilà. Ok, on va se mettre... Ok, donc pas mal. Ça montre bien donc dans cette zone un intérêt notable. Donc on dirait la zone des 350 à 286. Donc on travaille une vraie zone technique, hein, ça c'est clair. Et donc ce matin, je donnerai pour des targets de retracement, voilà, les FIBO qu'on a là, hein, qui sont donc donnés. Ça nous donne un FIBO ici, hop, et un deuxième là-haut. Donc voilà, moi je dirais voilà les trois niveaux de la journée à traiter. Je pense que ce matin, on va plutôt faire mémuse entre ces deux bornes-là. Donc je dirais des ventes proches de 390, des achats vers 315. Et donc ici, c'est les stops. C'est-à-dire au-dessus de ça, hein, si on va au-dessus de ça, il faut déclencher les stops si vous êtes toujours à la vente. Et par contre, ici, si vous n'avez pas de signaux là, ici, pas hésiter à prendre des ventes parce que pour le coup, c'est ici que très probablement on risque de retrouver un sentiment vendeur immédiatement. Après ces zones-là, voilà. Donc là, à l'ouverture, qu'est-ce qu'on a en 2 minutes? Pas encore ouvert, ça va le faire. Voilà. Donc, c'est plutôt contexte vendeur. Donc, ça semblerait, voilà, ce que je pensais. Hein, mais on va essayer de vendre de l'ouverture, venir chercher le support par là, et après essayer de viser la borne haute. Donc, pour moi, le schéma, là, ce matin, en épidermique, ce serait plutôt ça. Essayer de jouer un truc comme ça. Ça c'est pas sûr, hein, voilà. Ça risque de faire double top, ou ici, si on n'arrive pas à la résistance, qu'on rattaque le support, on visera en dessous. Mais je dirais que ce premier swing-là, acheteur-vendeur, me semble être le plus probable. Hop, voilà, moi pour ma part, je viens de m'exécuter, hein, je trade haut niveau, hein, on a déjà les patterns sur le momentum, donc je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour y aller. De toute façon, c'est l'ouverture, hein, donc là, en général, Daxou à 9h, vous ne vous amusez pas à chercher un signal, vous tradez le prix, d'accord, on est déjà sur le contexte vendeur, donc ici, comme les prix sont OK, moi j'y vais, hein, donc pile poil au prix là-haut, hein, donc j'ai le top là. Assez propre sur Daxou, donc comme je vous l'ai dit, hein, voilà, je prends les trades, hein, comme d'hab, moi je ne suis pas du genre à parler pour ne pas faire, mais voilà, donc pour l'instant je dirais vendeur à chercher jusqu'à ce qu'on revienne chercher ce contexte là pour une première gestion du risque. Donc là je dirais ça vient chercher le bas de canal, je me mets à break-even, je commence à encaisser du partiel, ouais, ce petit canal là, hein, qui commence à se dessiner doucement, voilà. Je pense que c'est à peu près ce truc là qu'on va essayer de venir viser, hein, donc un truc par là. Pour gérer le risque, et donc pour moi un premier encaissement probablement par là, et après on verra, après je jugerai de ce qu'il en est. Voilà, ça c'était pour la partie intraday. Je regarde si on a d'autres choses à se dire ce matin, mais je pense que je ne vais pas perdre mon temps plus que ça. Je vous ai plus ou moins dit l'essentiel. Alors évidemment hier ça dérouille, hein, sur toutes les grosses, hein, quand vous voyez ça. Donc l'indice Fangat là qui se prend moins 4, c'est pas mal, ça commence à chier. Bon alors General Electric ça 8$ l'action, hein. Enfin, c'est quand même un truc de ouf. C'est à dire que là on a perdu combien? Je pars de 11 jusqu'à 8,
plus de 30%. Donc depuis les résultats, c'est peut-être un petit peu fort, hein, surtout que le news flow en fait est certes pas très très bon de la manière dont il est perçu par le marché, hein, c'est-à-dire la façon de réagir épidermiquement à la publication de résultats, plus le changement de tête directive qui a fait donc une annonce publique hier. Ce qui a fait chuter le marché là à nouveau, c'est ça. Blablabli, blablabla. Voilà, c'est parce que tout simplement le CEO a dit on a besoin de cash et ça plaît pas, c'est-à-dire que le marché lit entre les lignes comme d'habitude et en gros il se dit oh putain, s'ils ont besoin de cash, c'est qu'ils ont des échéances obligataires et que si ils n'ont pas de cash, ils vont être en faillite. Voilà ce que se dit le marché. Bon, évidemment, ça c'est contredit par General Electric. Ils disent qu'ils ont juste besoin de cash, point barre. Et évidemment, comme le marché craint, et que c'est surtout quelle est la psychologie pour l'instant. J'ai dit, moi, ce que je recherche, c'est le moment où le marché va vouloir investir dans des trucs en sachant que tout sera mauvais. Et quand tout est mauvais, on prend le moins mauvais, c'est-à-dire que quitte à acheter quelque chose, on achète ce qui a été survendu. Et on rachète plus les valeurs de croissance et compagnie, mais on achète donc ce que je vous dis, les value stocks. Et donc c'est ça que j'essaie de voir et c'est que j'essaie de percevoir dans le marché. Pour l'instant, on n'est toujours pas donc dans cette psychologie. Après, General Electric, s'il y a un news flow négatif, donc même s'il y a un achat de value stock, pour l'instant, peut-être celle-là est délaissée en attendant un news flow un peu plus positif. Mais la logique est donc pour l'instant toujours la même, qui est de dire ce qui n'est pas bon ou ce qui sous-pondère les indices, on dégage, vite, on n'en veut plus. Ah oh là là, attention, c'est l'enfer. On va surtout pas se trimballer des valeurs comme General Electric qui baissent en portefeuille. Mais tout ça parce que c'est de la logique toujours algorithmique, court-termiste. C'est de la gestion passive qui réagit et qui réfléchit comme ça. Ce n'est pas des humains qui prennent ces décisions-là. Et rassurez-vous, l'humain ne va pas tarder à revenir, je pense, puisque sur des prix comme ça, au bout d'un moment, l'humain revient et dit « Bon, allez, 8 balles pour General Electric, c'est quand même pas dégueu, même si le news flow est négatif, patati patata. » Voilà, au bout d'un moment, les décisions rationnelles vont revenir quand même dans le marché. Je pense qu'après avoir posé le cerveau pendant plusieurs mois, au bout d'un moment, quand même, il va falloir faire des affaires, donc il va bien falloir acheter des trucs. Et je pense que, très sincèrement, après avoir libéré du cash, on va revenir, et je terminerai là-dessus sur cette émission d'aujourd'hui, qui sera très courte, du coup, pour une fois, on va en faire une courte. Le principe est... Alors, attendez, non, parce que d'ailleurs, avant de faire n'importe quoi, je vais quand même mettre des alertes. Donc, on a dit, hop. Donc, on va faire Add Alert. C'est Alt A, je crois. Ouais, bon, ça marche pas plus. Ah si, c'est ça. Cool. Donc le DAX qui coupe framework, je veux trend support up. Voilà, on va faire only once. Pas besoin d'SMS. Et ok, voilà. Ok. Et pardon, donc on était en train de dire, ah oui, S&P 500, voilà, en daily, hebdo, voilà, on va se faire ça. Quand Wall Street, en fait, a tradé tout ça, là, il faut vous dire bien un truc, en fait, la smart money, elle faisait que dalle ici. Elle regardait le marché faire n'importe quoi, atteindre des valorisations débiles, et en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient les gérants? Ils prenaient du cash, ils faisaient ce que tout gérant doit faire quand il voit le risque commencer à devenir un peu n'importe quoi. Alors ici, probablement, ils ne l'ont pas vu venir, c'est que certains gérants qui ont dû anticiper un peu ce truc-là, les gérants un peu agressifs, qui ont dû se dire, ok, bon, là, on encaisse, voire on prend quelques petites couvertures face à un risque baissier, boum, le risque baissier arrive. Là, par contre, vous pouvez être sûr que tout ça, c'est smart money qui se fait la malle. Smart money qui sort, évidemment, achat d'ETF, c'est-à-dire les mecs ici, ils achètent de l'ETF qui leur est vendu, évidemment, par ceux qui vendent, c'est-à-dire la smart money. Et là, évidemment, question, c'est à quel prix la smart money va racheter. Comme moi, je vois toujours pas les prix monter sur certaines valorisations, et notamment les value stocks, je me dis, bon, ils sont juste pas du tout en train de faire les soldes, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que là, la smart money, elle est plutôt en train de se dire, ok, ce support, c'est pas le bon, donc on va probablement acheter plus bas, et on va reparler de ça vite fait, mais c'est pour moi le gros scénario du moment. Donc on va revenir dessus vite fait en swing, parce que j'aurais bien vous le traiter hier, mais j'ai oublié, tout simplement, alors que ça faisait partie des scénarios à traiter. Voilà.
Donc, S&P versus les ETF, donc le truc que vous connaissez bien, hein, normalement maintenant, parce qu'on avait déjà parlé assez allègrement de ce truc-là. Donc voilà, on voit bien la surpondération du volume ETF par rapport au S&P 500, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Les particuliers achètent à donf du marché action via les véhicules les plus dangereux sur lesquels je vous ai déjà alerté plusieurs fois. Et le problème, c'est que tout comme à l'époque de la formation du précédent sommet, la différence encore, c'était que le précédent sommet, c'était un sommet en tendance, c'est-à-dire que ce n'était pas la fin d'une tendance, mais un sommet, une étape avant une phase de consolidation. Ça, c'était une consolidation. Là, on n'est pas en phase de consolidation. C'est possible que je me trompe, mais pour moi, ici, on n'est pas en phase de conso, on est plutôt en phase de fin de tendance. Donc, ce qui nous attend, ce n'est pas quelque chose de similaire à ça. Ce qu'on a fait là. Et puis regardez, la structure est complètement différente. Là, dans la phase corrective, le volume ETF était sortant. C'est-à-dire que là, effectivement, les particuliers se faisaient la malle alors que la smart money achetait ses bottoms, tout simplement parce qu'il restait de la tendance à faire. Et ici, encore une fois, il fallait acheter. Maintenant, la question, est-ce que là, la smart money va acheter? Pour moi, la réponse, c'est non. Elle va acheter à discount, c'est-à-dire qu'elle va acheter les grosses pertes des spéculateurs ETF. Et là, malheureusement, on voit que le range se forme sur les ETF. Ce qu'on voit surtout, c'est que le volume n'est pas du tout encore sorti des ETF, malgré la première phase de baisse épidermique. C'est-à-dire que là, c'est que de la smart money qui se barre. Donc là, ça veut dire que la smart money, elle n'achète plus. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, elle va acheter les pertes des spéculateurs, tout comme elle l'avait fait à l'époque. Donc la smart money, elle va acheter où? Si elle n'achète pas là, elle va acheter beaucoup plus bas dans ce cas-là, puisque le volume ETF n'est pas sorti. Donc ce qui nous attend, la phase épidermique du volume ETF, d'ailleurs, regardez, voilà, formation du range, ça tente la sortie, ça on se fait peur, et puis bam, le volume ETF sort, et là on envoie les grosses bougies bien baissières, bien directionnelles, les bougies catalysées, les bougies émotionnelles, le panic selling. Et regardez au niveau de l'oscillateur, on le voit bien, chaque fois que ça panic sell, on passe là-dessous. Voilà, hop. Ça, c'est le niveau de panic selling. À chaque fois qu'on passe en dessous de ça, ça veut dire, oh putain, merde, les gars, les particuliers qui sont gonflés à l'ETF, tout simplement, ils sont en train de faire n'importe quoi. Et vous voyez bien que de toute façon, à chaque fois qu'on arrive ici, c'est hyper euphorie, et dès qu'on vient au-dessus de ça, c'est à chaque fois market top. Hop, ça achète, on fait quoi? Boum, on s'arrête, on corrige violent. Mais là, ce que ça veut dire, surtout, c'est que on est encore qu'au début du pire. Il va y avoir une phase épidermique de selling normalement sur les ETF et on ne l'a pas encore vu, ce qui fait que c'est probablement quand les ETF panique selleront, et il faut s'attendre à un truc violent, plus violent que ça encore, parce que moi je pense que le volume ETF il va chuter jusque là, jusqu'au précédent sommet. Donc je m'attends à une chute comme ça sur le volume ETF, un truc dont on avait déjà parlé, Voilà, c'est-à-dire d'un point de vue, alors on va le faire avec ça, voilà, d'un point de vue graphique, je m'attends à ça sur le volume sortant ETF et probablement la même chose, voire plus, sur le volume S&P. Donc c'est soit on va s'arrêter sur ce support et la smart money achètera ici, tout simplement double top et on visera la target, et ici la smart money achètera les ventes paniques de volume ETF, ou alors ça achète même pas ici, alors là c'est direction le précédent sommet, ici, et là pour le coup, aïe. Voilà, c'est vraiment, c'est douloureux d'arriver là. Alors il y a quand même un tout petit support entre les deux, mais je dirais la zone d'achat c'est de toute façon soit là, soit là, soit là. Ça fait quand même beaucoup de discount par rapport au prix actuel. Donc, est-ce qu'à ce stade-là, on va peut-être pas quand même commencer à pricer le risque sur le dollar? Moi, je commence à me poser la question. Donc, surveillez tout ça, faites attention et dites-vous que le pire reste probablement à venir sur la situation américaine, parce que là, on a du buy and holder, en fait, mais du buy and holder des débiles. On fait buy and hold sur un support, on ne fait pas buy and hold sur une résistance. Donc là, ils ont acheté une grosse résistance, probablement ce qui sera un sommet de marché majeur, donc on restera en dessous de ces prix probablement pour 7 à 8 ans. Et en attendant, il se passe quoi? Les particuliers sont blindés d'achats, persuadés que c'est là qu'il faut être pour faire de l'argent aujourd'hui, que c'est là qu'on crée de la valeur, que c'est sur le marché boursier que se crée l'argent. C'est vrai, c'était vrai en fait pendant les 8 précédentes années. Aujourd'hui, c'est tout sauf ça. C'est même plutôt l'inverse. C'est là où on va détruire un maximum de valeur. Donc les gens, comme d'hab, viennent pour acheter le sommet de marché. Et sauf que cette fois, c'est pas une consolidation qu'il va falloir attendre. C'est-à-dire que là encore, regardez, le mec qui avait acheté un ETF ici, donc on va dire 2013, le mec qui s'est investi sur les actions en 2013 via des ETF, il a très probablement revendu ses ETF au même prix 3 ans plus tard, c'est-à-dire 3 années d'inflation à 2%, il a perdu 6% de capital,
tout simplement parce qu'il ne sait pas trader, c'est-à-dire il achète en cours de tendance quand il n'achète pas le sommet, je ne vous parle même pas de ceux qui ont acheté là et qui les ont revendus là, les ETF, mais voilà, donc là c'est la même chose, tous ceux qui ont acheté de l'ETF par là, ils vont très probablement soit les revendre au même prix, pas de gain et en plus ils subissent l'inflation, mais alors pire, ceux qui ont acheté là-haut, je vous raconte pas le carnage, eux ils vont se faire démonter 30% de la valeur, allez, on va dire 20% de la valeur immédiate, parce que le problème c'est qu'en plus l'ETF perd beaucoup beaucoup plus de valeur que ne perd le sous-jacent. C'est-à-dire, regardez là, si vous l'indexez sur ce truc-là, alors je ne sais pas si on peut avoir les deux valeurs. Non, on ne peut pas. Mais bon, voilà, vous voyez, ça va passer par exemple de on va dire 30-35 000 à un prix d'ETF probablement 20 000. C'est-à-dire, ça perd vraiment un bon gros tiers de sa valeur. Et ça baisse beaucoup plus, évidemment, que le pourcentage du marché action. Le marché action peut très bien faire un moins 20 par rapport au sommet historique. Le volume ETF, enfin le prix des ETF va perdre plus de 30%. Donc il faut faire très très attention à ça, tout simplement parce qu'il y a des ETF, des ETF avec levier, c'est-à-dire il y a des ETF double boule, des triple boules, tout comme vous avez des ETF double bear, triple bear. Voilà. Donc des ETF leveragés, surpondérés, avec les actifs qui surpondèrent l'indice ou sous-pondèrent. Donc il faut faire très très attention à ça. Oula, d'ailleurs le DAX, je vois qu'on arrive direct sur le deuxième niveau. Bon, on va voir ça ensemble après, on va y retourner. Donc voilà, à surveiller ce petit truc-là, donc faire quand même assez attention. Moi, ça me paraît dangereux dans ce contexte actuel d'essayer de jouer des achats. Voilà, d'essayer de jouer des achats, parce qu'à Wall Street, ils vont probablement pas tarder à s'en prendre une bien costaud. Et évidemment, personne ne l'aura vu venir, parce que voilà, quand ça se passe là, dans la tête d'un gérant, il ne s'imagine pas qu'il y a tout un paquet d'ETF qui vont se faire la malle. Simplement, voilà, les gérants ont géré leurs risques, ils se disent, on va juste maintenant attendre que ça déclenche. C'est-à-dire que pour moi, je parle d'un point de vue market maker, c'est-à-dire ceux qui regardent bien ces informations, qui savent où est la demande et compagnie, probablement ils sont en train de se dire, là en fait on est au milieu du range et c'est pas intéressant. Donc ils ne traitent pas, en fait, ils laissent le marché évoluer naturellement, jusqu'à ce que de toute façon au bout d'un moment naturellement les prix essaient de casser le support, et quand ça va essayer de casser le support, les ventes en panique, et puis par contre ils vont attendre la zone d'achat ici. Donc je pense qu'il se passe quoi en fait d'un point de vue institutionnel aujourd'hui? Si ça monte, ils vendent. Ils vendent spéculatif, donc ils commencent même à éventuellement envisager de la vente à découvert, et probablement ça attend par là pour acheter. Mais tout ce qui se passe entre les deux, ils s'en branlent. Moi, c'est la même chose. Ce qui se passe aujourd'hui sur le marché action, je m'en contrefous. C'est juste que si je dois faire des achats, je les ferai beaucoup plus bas que ça. Voilà. Mais je reste à la vente à Wall Street et compagnie, mais alors très marginalement, les volumes vendeurs que j'ai restant sur Wall Street sont quand même très très faibles. Voilà, donc ça c'était pour terminer un peu sur ce schéma-là. Donc faites attention, toujours pareil, la smart money, elle fait des choses ici, mais elle en fait très peu. Je ne pense pas qu'elle soit sur des zones de prix qui l'intéressent en soi. Alors, ah merde, oh putain, mais ça, du coup on rebondit sur ce que je cherchais à faire hier. Merde, bon, c'est vrai, fuck. Donc là, voilà, du coup, scénario 2 heures qui s'active, celui que j'ai essayé de trader hier en fait, qui donne le beau signal d'achat ici. Donc là, c'est propre, bam, voilà, ça décolle sans crier gare, ce truc. Donc je pense qu'on va se diriger gentiment vers la deuxième zone, vers dans ce cas-là le reflux baissier ici, donc le contexte vendeur en 2 minutes. Donc je dirais, pour ma part, je vais attendre ici le croisement, donc plutôt vers la fin de matinée. Donc là, on se dirigerait plutôt vers une matinée haussière, objectif aller chercher 444, peut-être un peu au-dessus, on va dire, voilà, cette zone de volume, la zone proche de 440, mais ça me semble plus parti pour ça pour l'instant. Ok, donc la gap haussier et ça achète. Donc on essaie de revenir trader dans la journée précédente. Là, on arrive sur le bottom, donc je dirais effectivement les 420, là, il faut faire quand même attention à cette zone-là. Mais je pense qu'on va essayer de revenir chercher les précédents supports. Donc voilà, cette zone-là, je dirais peut-être un peu plus haut là. Voilà, je dirais plutôt là le prix. Je ne sais pas où est-ce qu'on l'a vu, le 440, c'était quoi 440, je ne sais plus trop ce que c'était comme prix. Voilà, moi je dirais c'est plutôt cette zone-là, 450 et le précédent bottom là, donc les 460, 450, 460, c'est plutôt dans cette zone-là que ça devrait vendre. Mais je ne veux pas qu'on y arrive en ligne droite, là je veux que ça revienne tester ce support-là, comme ça je sors ma vente de tout à l'heure. Et hop, j'aimerais bien donc un ABC pour monter jusque-là. Si ça fonce encore en ligne droite, voilà, il va falloir se poser la question des rationalités de marché. C'est-à-dire qu'après un gros flux baissier hier, est-ce qu'on refait un flux haussier ce matin ? C'est la grande question. Voilà, je pense du coup on va faire mumus dans cette zone-là ce matin. Donc le DAX va essayer de se réinstaller ici, très probablement.
Moi, je déclencherai des stops si on casse carrément le contexte vendeur. Là, c'est clair qu'il faudra carrément alléger, voire sortir des positions vendeuses. Après, bon, c'est de l'intraday, hein, donc moi, en général, l'intraday, je fais un pour un. Hein, c'est-à-dire que voilà, tant que je pense qu'on peut revisiter soit mon prix d'entrée, soit là, je n'ai pas de raison de m'inquiéter. Moi, je ne fais pas de scalping, hein, donc c'est pas mon truc. Je vais juste prendre un ou deux trades dans la matinée sur les zones qui étaient données. Maintenant, je cherche à cadrer le marché. Je ne serais pas surpris. Voilà. On prend une zone de cassure, ici, en 15 minutes. Voilà. Ici, c'est là où on vient de casser la zone où il y a peu de volume. Donc, très probablement, pas mal de chances d'essayer de s'installer dans cette zone-là, voire carrément la zone au-dessus. Si je dois cadrer encore plus haut, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme autre prix encore au-dessus d'intéressant. D'un point de vue cash, on voit que là, c'est pas mal. Là, il y a eu beaucoup d'ouverture et de clôture sur ce prix-là. Bon, c'est quand même pas faramineux, mais 520, voilà, on va essayer de voir. Donc 500, bon, de toute façon, ça nous fait le quadrillage. Hein, donc je dirais 520, voilà les trois zones cluster techniques. 520, là, c'est carrément, il faut faire gaffe. Mais voilà, je dirais ces trois zones à traiter ce matin. Voilà, donc on va voir un peu comment c'est. Moi, là, si on me propose le pullback, je pense que je vais essayer de sortir à 0. Et donc je dirais la zone d'évolution plutôt partie pour être celle-là aujourd'hui, passer le plus clair de notre temps là-haut. Et donc essayer de voir ça là dans ces trois zones-là. La zone du bas là me semble pour l'instant pas à traiter. On verra cet après-midi avec Wall Street. Hein, voilà. Et puis on va voir surtout si on arrive à installer des clôtures ici. Hein. C'est-à-dire là on vient tester le breakout, mais si ça ne tient pas et qu'on refranchit le support, bah, évidemment c'est ça. Voilà. Mais je pense on cherche les trois zones. Une zone vendeuse, une zone neutre et une zone acheteuse. Pour l'instant, effectivement, j'aurais plutôt tendance à dire ça c'est la zone vendeuse. D'accord. Au regard de ce qui s'est passé hier, hein, comme hier il y a quand même eu un flux baissier, je m'étonnerais, voilà, je pense que dès qu'on va remonter, tous les gens qui ont acheté ça hier vont probablement essayer de se faire la malle, donc ça fait quand même de la demande vendeuse, mais je la jouerai que quand elle arrivera au contact du contexte, donc je pense qu'il faudra attendre quand même probablement quelques heures là-dedans avant de ça. Je dirais qu'évidemment, par contre dès qu'on arrive là, ça se rachète, donc ça c'est ce que j'anticipe pour l'instant. Maintenant, à ce que je vois, c'est que bah, là pour l'instant, déjà rien que l'entrée dans la zone vendeuse semble pas attirer grand monde, puisqu'on arrive à y passer assez facile pour l'instant. Maintenant, on est dedans, hein, donc ça reste intéressant. Et de toute façon, j'ai pris qu'un petit trade. Hein. Quand je trade comme ça à l'ouverture sur niveau, c'est pas un truc de dingo. Hein. Là, je suis à 1 euro du point, c'est pas un truc de fou. Donc probablement remettre un trade à 1 euro du point, là, si on va chercher 450, avec un signal cette fois. Le truc, c'est qu'à l'ouverture européenne, tu peux pas attendre un signal parce que c'est brutal. Le marché vient chercher un niveau et derrière, bah, si tu as de la chance, ça réagit. Mais après, j'ai payé un niveau, ce qui fait que quoi qu'il arrive, là, normalement, aujourd'hui, on viendra rechercher les 389. Hein. Y a pas de, je vois difficilement comment on arrivera à ne pas faire comme ça. Donc, en tout cas, on reviendra, je pense, me pullbacker sur ma zone pour pouvoir sortir ce trade de l'ouverture et attendre de voir ce qu'il est de la suite. Donc là, voilà, maintenant, pour moi, 2 minutes, on attend le signal de vente en application de la stratégie. Donc là, ça imprime des tendances haussières pour l'instant. Donc ici, je dirais qu'il y a vraiment un fort support qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'on ira lui dire bonjour dans la journée. Hein. Dans une journée de range, l'objectif, c'est de casser les résistances et de casser les supports. Voilà. Donc on avait effectivement une tendance baissière là à l'époque. Donc ici, il y a de la demande vendeuse. Hop, on le voit bien. Voilà. Donc je dirais on est en train de traiter une première zone de demande à la vente là. Là, j'affine le signal. Hein. Vous voyez, là, il y avait bear, machin, là. Hop. Le bear trend. Donc voilà, ça se met en place. Je dirais qu'ici, effectivement, ça commence à demander un peu à la vente. Entre les deux niveaux. Donc là, c'est une zone de vente forte là-dedans. Si je peux avoir un signal ici, ce sera pas mal du tout. Pour l'instant, c'est faible, mais c'est divergent. Et on est bien sur une zone recherche vendeuse. Donc je dirais dans un premier temps, la divergence, pouf, nous ramène vers le support et on voit. Voilà. Soit on fait tac, tac, c'est ce qui semblerait le plus logique, soit on fait ça, ça, et derrière on essaye d'y aller. Soit on y va d'entrée de jeu, c'est-à-dire là, ça reste la structure divergente, on chute, on active la divergence, et dans ce cas-là, retour au support. Bon, moi j'aurais plutôt tendance à dire ça, parce qu'il a l'air punchy notre pote le DAX, il est déjà quand même à 1% de hausse.
Donc c'est pas inintéressant. C'est surtout que voilà, le futur a gapé immédiatement à la hausse. Et là, on a enfilé donc c'est-à-dire depuis l'ouverture à 8h, la pré-ouverture, 8h, 9h, ça a été donc que de la hausse. Vous voyez, il n'y a pratiquement pas eu de consolidation. Petite conso ici, mais vraiment toute petite. Et j'ai plutôt envie de dire, voilà, là le marché il a envie de récupérer le contexte là, donc on va probablement essayer juste de gagner du temps ce matin. Voilà, 10h30, n'oubliez pas, donc 10h30 le catalyseur, donc on va le marquer sur le marché. Voilà. Alt V, voilà. Là on a donc le premier catalyseur et je mettrai donc 14h30 à noter en timing. Allez, 14h30 t'es où? Voilà, hop, là il faut un autre swing, c'est-à-dire les timings matinaux que vous connaissez, hein. C'est-à-dire quand on vient à 14h30, là on n'est plus du tout sur un pricing européen, c'est les futurs américains qui commencent à trouver du volume, donc à surveiller aujourd'hui. Voilà. Donc pour l'instant, pas de réaction sur le signal d'ouverture matinale qui était là, hein, qui était pourtant propre, on était bien sûr du TP, il y avait tout ce qu'il fallait, mais le marché démonte, donc c'est pas grave, hein, encore une fois, le marché n'est pas forcément toujours technique, mais comme le marché a laissé une trace ici, je pense qu'il y reviendra sans grande peine chercher ce niveau. En tout cas, tant qu'on ne vient pas chercher du 520, je ne prendrai pas de perte pour l'instant. Voilà, je vous laisse là, je vais donc faire ma petite session intraday. Comme d'hab, je vous fais le suivi en parallèle sur Twitter et on suivra donc tout ça gentiment, essayer de voir un peu donc si on est en invalidation de la séance d'hier, mais dans ce cas là je veux voir un euro-dollar qui reprend les 0,80 de perte qu'il a eu hier, soit tout simplement on est dans la digestion de ce qui s'est passé hier et en projection de ce qui va se passer demain et après-demain, qui sont donc les grosses journées swing de la semaine qu'on a donc attaqué pour l'instant en baisse sur la partie action.